Bonjour à tous et bienvenue dans la tour de commandement, votre source d'information pour le format Commander de Magic. Je suis Irony, mais je serai votre commandant durant toute cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec un sujet d'actualité encore une fois, c'est tout simplement l'arrivée de la nouvelle édition, les guildes de Ravnica, et du coup on va parler un petit peu des cartes qui la composent. Alors les guildes de Ravnica qu'on pourrait l'appeler plutôt le retour sur Ravnica, vu que c'est déjà le troisième bloc qui va être dédié à ce plan-là, et notamment un bloc qui a toujours été assez intéressant pour le Commander. Pourquoi intéressant? Parce qu'il a apporté son lot de cartes, notamment les créatures légendaires, on va en parler un petit peu plus loin dans la vidéo, mais du coup, de nouvelles créatures légendaires pour ce Commander, ça nous fait plaisir bien sûr. Alors on ne va pas parler de toutes les cartes de l'édition, on va parler seulement des cartes qui sont intéressantes pour le Commander, parce que vous vous doutez bien qu'il y en a une majorité qui sont jouables, surtout pour le standard et encore plus pour le limité, de manière générale. Donc voilà, on va s'intéresser uniquement à ces quelques cartes de l'édition qui sont vraiment intéressantes pour le Commander et qui pourront rentrer dans certains de nos decks. Pour chacune des cartes, je suggérerai un plan de jeu ou dans quel type de deck elle peut rentrer. Donc ne vous inquiétez pas, je vais faire un petit récapitulatif déjà des guildes pour commencer. Mais avant de commencer avec les guildes, on va vous rappeler tout simplement que si jamais vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, parce que ça fait du bien pour la chaîne. Je fais la pub au début maintenant, oui c'est nouveau. Et n'hésitez pas non plus à commenter la vidéo si jamais vous avez n'importe quel commentaire, une carte que je n'ai pas abordée et vous voudriez un avis dessus, savoir si elle est vraiment jouable ou pas. Voilà, parce que bon, il y a des cartes que j'ai pu mettre de côté pour des raisons, voilà, très particulières. Généralement, j'ai quand même pris des cartes qui sont jouables, voilà, de manière globale dans le Commander, pas forcément sur des plans très spécifiques. Bon, parlons des 5 guildes présentes sur cette édition de Ravnica, puisqu'il y en a 10 au total, qui sont des combinaisons de 2 couleurs, donc du coup, bonne chose, puisque les decks bicolores en Commander, c'est quand même assez populaire. Les 5 guildes présentes, donc on a la guilde blanc-rouge qui s'appelle Boros, qui est extrêmement basée sur l'aggro, voilà, beaucoup de créatures, on attaque, on est gros bourrin. La nouvelle capacité du Boros dans cette édition, c'est le mentor. Tout simplement, quand une créature avec le mentor attaque, vous donnez un marqueur +1/+1 à une autre créature qui est attaquante et qui a une force inférieure à celle de la créature qui a le mentor. Donc voilà, un petit boost, c'est un petit support sympathique. Ensuite, on a la guilde bleu-noir, les Dimir, qui elle est basée énormément sur le contrôle, oui on est en bleu et en noir, donc quand même, on est vraiment sur du contrôle lourd, très très lourd, contrôler aussi le dessus de la bibliothèque avec la nouvelle capacité, le surveiller, ou la surveillance comme je l'appelais, qui est en fait une capacité un peu comme le regard, donc on peut avoir surveillé 1, 2, 3, 4, X, enfin voilà, sachant que du coup vous regardez les X cartes dessus de votre bibliothèque, en fonction du nombre après surveillé, et vous allez pouvoir les mettre dans l'ordre de votre choix au-dessus de la bibliothèque, ou alors certaines dans le cimetière, voilà, plutôt qu'en dessous de la bibliothèque comme le regard, là c'est au cimetière, et du coup il y a des effets qui peuvent aussi se déclencher depuis le cimetière, voilà, donc. Et un petit intérêt, il y a des cartes qui synergisent autour, je tiens à vous prévenir tout de suite, la surveillance, je l'ai mise un petit peu de côté. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une mécanique qui est très interne et très spécifique à cette édition-là, et donc du coup, il y a quand même assez peu de synergie en dehors de cette édition. Donc voilà, si vous voulez faire un deck autour de surveiller, du coup ça va être pas mal axé sur toutes les cartes de l'édition qui va sortir. Sinon, écoutez, voilà, il faudra essayer d'en rentrer une ou deux par-ci par-là, mais je ne pense pas qu'elles auront des synergies énormes. La guilde noir-vert, c'est les Golgari qui jouent énormément avec le cimetière, vous doutez bien, le noir et le vert ensemble, avec le sacrifice, le fait de sacrifier ses créatures, et d'autres permanents éventuellement. Donc là c'est quand même c'est quand même une stratégie qui est plutôt récurrente dans le Commander, et justement on a une nouvelle capacité, c'est le maquis, qui fait en fait, quand une carte avec le maquis arrive sur le champ de bataille ou est lancée, en fait vous avez un effet qui est déclenché en fonction du nombre de créatures que vous avez au cimetière. C'est-à-dire ça peut être des marqueurs +1/+1, des jetons qui sont créés, une condition par rapport au nombre de créatures, etc. Alors moi cette capacité je la trouve vraiment bien intégrée dans le jeu Golgari, tout simplement parce que les Golgari, le noir-vert, ça a tendance à être un plan sur le long terme en fait en Commander, qui est vraiment, bon on accumule de la value sur toute une partie qui va être assez longue, on peut tenir la route avec Golgari en plus en noir-vert, et du coup le maquis justement joue cet aspect-là, c'est-à-dire que plus la partie va durer, plus ça va être à votre avantage avec les créatures qui ont le maquis. Voilà. Ensuite, on a ma guilde préférée, les Isettes, la guilde bleu-rouge, qui est énormément basée sur la pioche, le jeu entre les éphémères et les rituels. Pas beaucoup de créatures, mais il y en a quand même quelques-unes. Et une nouvelle capacité ici, c'est relancer, la relance, qui vous permet en fait, sur les éphémères et rituels qui ont relancé, de la relancer depuis le cimetière en payant son coup de mana, en se défaussant d'une carte en plus de votre main. Et derrière, elle est exilée. Donc voilà, vous pouvez relancer le sort depuis votre cimetière, c'est assez intéressant là-dessus.
Et bon voilà, ça fait une petite récursion, c'est pas du flashback non plus, c'est quelque chose d'approchant, on va dire. Et la dernière guilde, c'est les Célestia, la guilde blanc-vert, qui elle est extrêmement basée sur les créatures, et surtout les jetons de créatures, ça a toujours été le but des Célestia, avec pas mal de petites bêtes, hein. Généralement les Célestia n'ont pas de grandes bêtes, parfois si, une grosse qui arrive et qui est là justement pour faire la différence, puisqu'on a une capacité qui est chère aux Célestia, qui revient dans cette édition, c'est la convocation. Tout simplement, vous pouvez engager les créatures dégagées que vous contrôlez, pour payer le coût de mana en fait de la carte qui a la convocation. Généralement, ce sont des créatures, mais pas que, il y a des exceptions. Donc du coup, généralement, c'est pour lancer des sorts beaucoup plus gros. En fait, vos créatures aident, c'est vos jetons, vos créatures qui aident justement à lancer vos sorts un peu plus importants. Alors avant de parler des cartes de l'édition, j'aimerais aborder avec vous rapidement quelques commandants emblématiques en fait, qui fonctionnent bien avec les cartes de cette édition. Pour chacune des guildes, voilà, comme ça vous êtes au courant. Si jamais vous voulez en trouver d'autres pour des decks tricolores, pourquoi pas. Mais là je vais vous conseiller essentiellement ceux qui sont bicolores. Alors parlons du Boros. Alors je pense que ça va être vite vu. Pour ceux qui font du commandeur depuis un moment, je pense que les decks Boros, on n'avait pas dû en voir beaucoup. Pour la très bonne raison, parce que tout simplement Boros c'est une stratégie qui est pas très payante en fait en commandeur. Surtout en multijoueur, hein, en 1v1 encore ça peut être envisageable. Mais malheureusement en fait les commandants sont toujours très agressifs. Mais le problème c'est que l'agressivité en commandeur, malheureusement c'est pas ce qui fait la partie. Généralement on est plutôt sur les synergies. Et donc du coup un jeu purement aggro blanc-rouge, ça a tendance à être un petit peu moins bon en fait que les autres jeux. Donc du coup j'ai pas de commandant spécifique à vous conseiller. Je vous demanderai juste, alors si vous voulez vraiment vous lancer dans du Boros, hein, faites-vous plaisir, écoutez, faites ce que vous voulez. Mais écoutez, vous pouvez regarder n'importe quel commandant blanc-rouge, je pense que la plupart vous conviendront à partir du moment où ils se basent énormément sur l'agressivité, etc. Ensuite pour les Dimir en bleu-noir, tout simplement j'ai l'Azav érudite Dimir, celui de l'ancien retour sur Ravnica, qui est du coup, là je vous laisse regarder par contre les cartes, hein, je vais pas vous les lire en entier, qui est du coup un clone en fait qui peut changer au fur et à mesure des créatures qui vont au cimetière. L'avantage c'est qu'il y a la défense talismanique, donc du coup très difficile à tuer mine de rien. Et de l'autre côté, voilà, c'était un peu, j'ai vu un jeu meule autour, j'ai vu d'autres jeux contrôle autour, c'est assez flexible en fait. Et justement, le fait que l'Azav puisse devenir une créature qui va au cimetière, ça laisse pas mal de possibilités en fait. Anti-bête, contre-sort, meule. Vraiment, on est sur du contrôle bleu-noir, donc c'est une créature emblématique. Les Golgari, il y en a une qui ressort du lot, je pense que vous savez qui c'est, hein, si vous avez déjà joué en commandeur récemment. C'est Meren du clan Neltos, qui est tout simplement le commandeur du commandeur 2015, avec les marqueurs expérience, et qui vous renvoie des bêtes soit dans la main, soit sur le champ de bataille, si elles ont un coût de mana inférieur à votre nombre de marqueurs expérience. C'est vraiment intéressant parce que du coup, Meren c'est une value sur patte. Je veux dire, à partir du moment où vous jouez sur le sacrifice, que vous jouez avec le cimetière, vous avez forcément une rétribution à la fin de votre tour quand la capacité se déclenche. Ça va être ou il revient dans ma main ou il vient sur le champ de bataille. Donc c'est pour ça aussi que c'est extrêmement fort et que Meren est beaucoup joué et que c'est un plan qui marche tout seul. En IZ, j'ai deux commandants à vous conseiller qui sont d'ailleurs tous les deux rattachés à la guilde IZ, voilà, pour le flavor. C'est Mizzix de Lise Magnus, qui est aussi du commandeur 2015 avec les marqueurs expérience. Et les marqueurs expérience que vous possédez en fait vont réduire le coût de vos éphémères et de rituels de 1. Donc ce qui fait que Mizzix aime beaucoup lancer les éphémères des rituels, et ils augmentent au fur et à mesure que vous en lancez, donc c'est vraiment intéressant. Et l'autre commandant IZ, c'est Melek Parangon d'IZ, qui tout simplement, vous pouvez jouer avec la carte dessus de votre bibliothèque révélée, vous pouvez la lancer si c'est un éphémère ou un rituel, et si jamais vous lancez comme ça depuis le dessus de la bibliothèque un éphémère ou un rituel, vous copiez ce sort. Voilà, tout simplement. Moi je l'aime beaucoup parce que voilà, c'est une synergie un peu absurde, voilà, autour des éphémères rituels. Il coûte pas non plus très cher, il coûte 6 de mana, donc voilà, moi je l'aime bien. En Célestia, on est toujours sur les jetons, et là j'en ai deux qui ressortent du lot par rapport au reste. On a Trostani, la voix de Célestia, donc celle de l'ancien retour sur Ravnica, qui tout simplement vous fait gagner des points de vie en fonction des créatures qui arrivent sur le champ de bataille, mais surtout vous avez une capacité en plus qui vous permet de recopier un jeton de créature que vous possédez, voilà, d'en faire une copie. Donc c'est pas mal aussi, c'est simple, moi c'est pas forcément ma préférée, mon préféré en fait c'est l'autre, c'est Rhys l'Affranchi, qui coûte un seul mana hybride blanc-vert, donc déjà ça aide beaucoup. C'est quand même une créature légendaire qui coûte peu cher. Et derrière, il peut créer des jetons, voilà, avec une de ses capacités, mais surtout il peut dédoubler tous les jetons que vous possédez actuellement. Donc c'est quand même pas mal du tout.
on est vraiment sur un jeu, enfin sur un commandant qui a un avantage assez énorme, parce que bon, Trostani c'est sympa de pouvoir dédoubler un de vos jetons, mais pouvoir tous les dédoubler c'est quand même beaucoup plus intéressant. Sachant que, ce qu'il faut savoir vis-à-vis des decks jetons de manière générale, c'est que le deck a tendance à tourner tout seul même si le commandant n'est pas présent. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Mais voilà, le but du deck, c'est qu'il y a pas mal de pièces en fait différentes du puzzle qui s'assemblent et qui font qu'une par une, elles peuvent faire des choses, etc. On va encore en reparler avec les nouvelles cartes de cette édition parce qu'il y en a quand même des intéressantes. Parlons un petit peu plus des commandants de cette édition, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc normalement, le lieutenant qui est la créature légendaire rare de l'édition, et ensuite le leader de la guilde qui est la créature mythique de cette édition-là. Tout d'abord avec les Boros, toujours, on commence par Tajik, tranchant de la Légion, qui coûte 3, dont un blanc et un rouge. C'est une 3-2 célérité, avec le Mentor, qui prévient toutes les blessures non-combat qui devraient être infligées aux autres créatures que vous contrôlez. Pour un rouge et un blanc, il acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. Alors personnellement, je n'aime pas Tajik. En commandeur, pourquoi? Alors, je ne l'ai pas surtout en commandant, parce que malheureusement, il protège des blessures non-combat, ce qui est bon. Ok, on peut dire que c'est un peu flavor, c'est-à-dire, oui, bah nous on est agressif et tout, le contrôle on s'en fout, donc voilà, tout ce qui est les blessures qui peuvent être infligées autrement que par du combat, nous on prend pas. Ok, je peux comprendre. Mais le gros souci en fait, c'est que déjà il protège uniquement les autres créatures, lui il a que 2 d'endurance, donc je vous laisse calculer, mais il y a quand même pas mal de sorts qui le détruisent en fait. De l'autre côté, sa capacité activée, c'est une capacité qui lui donne l'initiative. Alors bon d'accord, dans un cadre de combat, je peux comprendre, mais malheureusement, c'est pas une protection pour lui. Bon, après, il a la célérité, voilà, bon. Le mentor, c'est sympathique, mais bon, il a que 3 de force, donc du coup, ça veut dire que s'il y a une créature qui est déjà à 3, bah, malheureusement, il ne pourra pas la booster en plus. Il booste vraiment que les petites créatures. Ça me dérange pas mal. Je trouve assez fragile, en fait. Bon, après, il coûte beaucoup moins cher que le précédent Tajik, hein. Mais, je sais pas, j'ai un doute. Moi, je suis pas très convaincu, en fait, par cette carte. En tout cas, pas en tant que commandant, c'est sûr. Donc du coup, on va se tourner vers Aurélia, archétype de justice, la leaduse des Boros, qui coûte 4, dont un blanc et un rouge. C'est une 2-5 ange vol, avec le mentor, elle aussi. Et au début du combat, pendant votre tour, en fait, vous choisissez une créature. Si elle est rouge, elle gagne plus 2, plus 0, et le piétinement. Si elle est blanche, elle acquiert la vigilance. Voilà, si elle est les deux, du coup, elle acquiert les deux, vous avez compris, bien sûr. Alors, moi, ce que j'aime bien chez Aurélia, c'est justement, bon, le fait, bon, déjà, c'est quand même une 2-5 vol pour 4, bon, au niveau des statistiques, c'est quand même intéressant, c'est une créature qui peut bloquer, mine de rien. L'avantage, c'est qu'elle peut se booster elle-même, aussi. Le souci, moi, ce qui m'embête, en fait, c'est que c'est une créature ciblée qui gagne un avantage. J'aurais préféré, en fait, que l'avantage soit moins conséquent pour les créatures, et que vous ayez, par exemple, 2 créatures ciblées. Parce que justement, le but du Boros, c'est quand même d'accumuler un board, de faire en sorte, justement, d'avoir une petite armée qui attaque ensemble. On avait la mécanique du bataillon dans le retour sur Ravnica, qui était, voilà, vous devez attaquer avec plusieurs créatures en même temps, avec 3, si je ne me trompe pas, pour l'activer. Donc, je trouve ça un petit peu dommage, là, on est vraiment sur, toi, tu es tout seul, tu vas attaquer tout seul. Donc, bon, écoutez, il y a peut-être un deck dans lequel je peux l'intégrer, ça c'est une idée que j'ai eue, c'est Kalemné. La Commander 2015, oui encore je parle beaucoup du Commander 2015, mais c'était quand même une bonne édition, qui en fait jouait beaucoup sur les grosses créatures en blanc-rouge, donc du coup pourquoi pas Aurélia qui rentre dans cette thématique là, je pense que ça peut être jouable. Pour les Dimir, la lieutenant c'est Etrata la silencieuse, qui coûte 4 dont un bleu et un noir, c'est une 3-5 qui ne peut pas être bloquée, et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, vous allez exiler une des créatures qu'il contrôle avec un marqueur contrat, et si jamais il a 3 créatures exilées avec un marqueur contrat sur elle, le joueur en question perd la partie. Et après avoir fait tout ça, le propriétaire d'Etrata la mélange à sa bibliothèque. Etrata, honnêtement, je pense que le seul endroit où vous pouvez la jouer, c'est en tant que commandant. Pourquoi? Parce que la mélanger à la bibliothèque, c'est un peu gênant, parce que c'est une condition de win alternative qui est plus qu'intéressante. Et derrière, malheureusement, bah, si elle n'est pas en tant que commandant, elle va retourner dans la bibliothèque. Alors qu'en tant que commandant, si elle quitte le champ de bataille, que ça soit dans votre main, dans la bibliothèque, dans le cimetière, dans l'exil, vous pouvez la remettre en zone de commandement. Donc du coup, ça va être tout l'intérêt. Et derrière, si vous voulez faire un deck autour, ça va être beaucoup de protection. Ça va être jambière d'éclair, les bottes de pied d'agile, qui permettent de donner la célérité, la défense talismanique ou le linceul en fonction.
Ce genre de carte qui lui permet d'attaquer rapidement, en fait, et puis derrière, il va falloir en fait un énorme jeu contrôle autour, c'est-à-dire les adversaires ne peuvent pas vous contrecarrer Trata, les adversaires vont se faire contrecarrer tous les sorts qui passent par-ci par-là, voilà, tout ce qui peut la détruire, on essaie de la protéger un maximum. Vraiment, je pense que le deck Etrata peut être tout à fait jouable et constructible, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais moi je pense qu'il y a un certain intérêt autour de cette carte-là, et que, écoutez, ça vaut le coup d'essayer de voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de ce commandant-là. Passons au chef des Dimir, Lazav, l'hétérogène, cette fois-ci le titre qu'il porte. Bon, c'est un peu bizarre, mais allons-y. Il coûte un bleu et un noir, c'est une 1-3. Quand il arrive sur le champ de bataille, surveillez 1, et vous pouvez payer X pour qu'il devienne une copie d'une carte de créature dans votre cimetière ayant un coût converti de mana de X, excepté que c'est toujours Lazav et qu'il a toujours cette capacité pour pouvoir se transformer. C'est ce qu'on avait sur l'ancien Lazav aussi, où il gardait sa capacité pour se transformer en autre chose, et qu'il gardait son nom aussi. Donc, Lazav, il y a déjà des combos qui ont été prévus autour, je sais pas si vous en avez entendu parler, je pense que c'est le Colosse Phyrexian de mémoire, qui est une 12-12 pour 2 ou 3, quelque chose comme ça, et qui vous demande juste de sacrifier des créatures quand il arrive sur le champ de bataille. Mais là l'avantage c'est que du coup Lazav va payer que le coût de mana, et derrière comme il n'arrive pas sur le champ de bataille, du coup vous n'avez pas à sacrifier, puisqu'il devient une copie. Donc, toute cette synergie là autour de, oui je vais copier des créatures qui sont pas très chères, qui ont un énorme contre-coup en fait quand elles arrivent sur le champ de bataille, eh ben ça peut vraiment être intéressant, et du coup c'est une synergie, c'est un plan de jeu en fait autour de ça. Après, à voir combien de cartes sont possibles à mettre dans le deck, j'ai pas fait les comptes, hein, là je ne peux pas vous dire, mais combien de cartes pourraient rentrer dans ce deck avec ces fameux contre-coups. Mais voilà, Lazav il a un peu un plan dédié uniquement à lui, et le souci c'est que malheureusement, contrairement à l'ancien Lazav qui copie en fait des créatures venant de qui allaient dans tous les cimetières, là c'est uniquement le vôtre, donc du coup votre deck va tourner normalement tout seul. Vous pouvez aussi jouer sur la surveillance du coup, parce que si vous avez des cartes qui ont un contre-coup, comme je viens de le dire, le Phyrexian, le Colosse, l'avantage c'est que derrière, du coup la surveillance vous permet d'aller mettre le Colosse directement dans votre cimetière depuis le dessus de la bibliothèque, ça vous permet de filtrer, qu'il passe pas dans votre main, voilà, comme ça on est tranquille, il n'y a pas de souci. On continue avec les Golgari, où on n'a que le lieutenant pour une raison très simple, la reine des Golgari, c'est un Planeswalker, donc du coup, question de flavor, on a eu le droit qu'à une seule créature légendaire, noir-vert. C'est Izoni aux 1000 yeux, qui coûte 6, dont 2 noirs et 2 verts, qui est une 2-3, et elle a le maquis. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous créez un jeton de créature insecte 1-1 pour chaque carte de créature dans votre cimetière, donc c'est vraiment pas mal du tout comme génération de tokens. Les Golgari aiment bien les tokens aussi. Et pour un noir et un vert, vous sacrifiez une autre créature, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Moi je l'aime beaucoup. Alors, elle a des statistiques un peu faibles, mais c'est normal en Golgari, hein, il y a des créatures qui ont tendance à se booster au fur et à mesure, elle, c'est une petite créature. Je trouve que sa première capacité est déjà très intéressante. Le fait est que, bon, étant donné qu'elle arrive plus tard dans la partie à 6 mana, vous allez avoir pas mal de créatures qui sont déjà parties au cimetière. Vous allez générer autant de jetons d'insectes. Et derrière, vous pouvez en plus sacrifier ces insectes, ou n'importe quelle autre créature, hein, pour 2 mana, donc... Et vous avez quand même un contre-coup qui est vraiment... Et vous avez quand même une rentabilité qui est assez intéressante, pouvoir piocher et gagner un point de vie. Bon, le point de vie il est un peu anecdotique, mais bon, c'est Golgari, hein. Mais la carte en noir-vert que vous piochez, c'est vraiment inhabituel. Enfin, inhabituel peut-être pas non plus, puisque bon, en Golgari on sacrifie aussi pour piocher. Mais c'est déjà pas mal du tout. Donc du coup, pas de commandant chez les Golgari, donc on va passer aux Izzet, où on n'a pas de lieutenant ici, puisque c'est Ralzarek qui est le lieutenant maintenant des Izzet. On a Niv-Mizzet, le patron, qui est donc Niv-Mizzet parrain, qui est rare, je précise quand même. Il coûte 3 mana bleus et 3 mana rouges, donc un total de 6 mana, c'est une 5-5 dragon et sorcier, qui ne peut pas être contrecarré, il a le vol. Et je vais remettre les capacités dans l'ordre à cet endroit-là pour que vous compreniez bien. À chaque fois qu'un joueur lance un sort d'éphémère ou de rituel, vous piochez une carte, et à chaque fois que vous piochez une carte, Niv-Mizzet parrain inflige une blessure à n'importe quelle cible. Ce sont deux capacités qui ne sont pas liées, mais justement, comme il y a une auto-synergie en fait dans la carte, c'est un peu dommage, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis dans l'autre sens, bon il doit y avoir certainement une raison, hein. Mais justement, alors, n'importe qui joue un sort d'éphémère rituel, vous mettez une blessure, enfin vous piochez une carte et vous mettez une blessure où vous voulez,
voilà, j'avais comparé, voilà, il y a Izoni au milieu qui fait oui, bah ouais, moi je sacrifie pour faire un point de vie et vous piochez une carte. Et bah là, c'est tu joues un éphémère ou un rituel, moi aussi, et ben boum, je pioche des cartes et je mets des blessures. C'est un peu le même système en fait, où on se retrouve avec un retour sur investissement qui est pas dégueulasse, hein. Il est quand même assez intéressant, sachant que bon, quand même, jouer un éphémère ou un rituel et ensuite derrière vous repiochez une carte, bah, ça fait que vous avez un retour sur investissement tout simplement. Vous ne perdez pas de cartes dans votre main. Donc moi j'aime bien, de toute façon c'est un moteur de pioche tout à fait valable, hein. Et puis le fait qu'il se fasse pas contrecarrer en plus, bah, c'est quand même plus qu'intéressant. Passons le Célestia avec Emara, âme de l'accord, la lieutenant, qui coûte un vert et un blanc, c'est une 2-2. À chaque fois qu'elle devient engagée, vous créez un jeton 1-1 blanc soldat avec le lien de vie. Bah tout simplement, je sais pas, mais il y a des synergies possibles, tout simplement de faire en sorte qu'elle s'engage pour la convocation, pour piloter des véhicules, si jamais vous voulez en mettre dans le deck en plus. Il y a notamment une carte à laquelle je pense, qui est le rituel de Kryptonite, qui est un enchantement qui permet à vos créatures de faire du mana en s'engageant. Donc du coup, bah voilà, Emara devient en fait un elfe à mana et qui produit un jeton en plus à chaque fois. Donc voilà, je pense qu'il y a quelques petites synergies qui peuvent être intéressantes. Derrière, voilà, c'est un petit générateur à token tranquille, quoi, pas non plus énorme. Je sais pas si en tant que commandant elle fera beaucoup de bruit, mais au moins dans les 99 cartes du deck jetons, je pense qu'elle a tout à fait sa place. Et dernier commandant, c'est Trostani la Discordante, qui coûte 5 dont un vert et un blanc, c'est une 1-4 qui donne +1/+1 à toutes les autres créatures que vous contrôlez. Elle arrive avec 2 jetons de soldats lien de vie, 1-1, et au début de votre étape de fin, chaque joueur acquiert le contrôle de toutes les créatures qu'il possède. Bon, la dernière capacité est anecdotique, mais toujours intéressante. Derrière, le boost est plus qu'intéressant, hein, un petit +1/+1, voilà, une antienne en fait, à surtout toutes vos créatures, excepté elle bien sûr, c'est pas mal. Et le fait qu'elle arrive en plus avec 2 jetons, voilà, c'est pas fou, mais toutes ces capacités en fait, elles sont mises bout à bout, ça devient vraiment... Ah bah tiens, c'est vrai que c'est pas mal comme carte, mais c'est pas non plus... dégénéré quoi. Passons maintenant aux cartes de l'édition. Alors en blanc, j'ai l'agente chasseuse de primes, une créature en fait qui peut se sacrifier pour détruire un permanent légendaire ciblé qui est un artefact, une créature ou un enchantement. Tout simplement, créature légendaire, on est en commandeur, il va forcément avoir des commandants qui sont des créatures légendaires. Ça ne détruit pas les Planeswalkers malheureusement, mais déjà ce sera pas mal, ça va gérer beaucoup des commandants du jeu. Une de mes vras préférées de l'édition, c'est le coup de filet en ville qui coûte 3 dont 2 blancs, c'est un rituel qui détruit toutes les créatures d'endurance supérieure ou égale à 4. Si vous jouez à un jeu qui a des petites créatures, que ce soit un jeu jeton, un jeu Boros, aggro, voilà, ou même mono blanc, hein, pourquoi pas, bah voilà, le fait de pouvoir détruire toutes les grosses créatures, ça va quand même pas mal vous aider, surtout qu'en commandeur, au bout d'un moment, il y a forcément des grosses créatures qui vont arriver. Une unco qui m'a tapé dans l'œil, c'est écraser la contrebande, un éphémère pour 4 dont un blanc. Vous pouvez choisir entre l'un ou les deux, exiler l'artefact ciblé ou exiler l'enchantement ciblé. Pourquoi il m'a tapé dans l'œil? Le fait que ce soit flexible, soit l'enchantement, soit l'artefact, vous pouvez faire les deux en même temps, c'est en éphémère, donc moi je trouve ça pas mal du tout. On a quand même d'autres sorts dans le commandeur qui s'approchent à peu près de celui-là, que ce soit au niveau du coup de mana, bon après en éphémère on en a quand même quelques-uns, mais moi j'aime bien la flexibilité, donc du coup je reste sur cette carte-là. Alors je vous avais parlé d'une carte pour le deck jeton, c'est la visite divine, un enchantement qui coûte 5 dont 2 blancs. Si au moins un jeton de créature devait être créé sous votre contrôle, autant de jetons de créatures 4-4 blanches anges avec le vol et la vigilance sont créés à la place. Tous vos jetons de créatures deviennent à la place des anges 4-4 vol vigilance. Écoutez, je vois pas où est le problème. Alors sachant que... Alors évidemment on arrive avec 5 mana pour lancer le sort, vous vous dites oui mais bon, les decks jetons quand même vont assez vite à produire les jetons, oui, mais aussi il faut pas oublier qu'il y a des vras en commandeur. Donc du coup vos jetons, il y a un moment où ils vont être enlevés, ils vont se faire raser, ils vont être détruits dans tous les sens, et l'avantage c'est que du coup au moment où vous allez essayer de reprendre un petit peu du poil de la bête, la visite divine pourra être là, et du coup vos jetons ne seront plus simplement des 1-1, des 2-2, ce sera des 4-4, voilà par exemple. La lumière de la Légion, une autre créature qui coûte 6 dont 2 blancs, une 5-5 ange avec le vol et le mentor, et quand elle meurt, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature blanche que vous contrôlez. Alors, du coup là, ça m'étonne un peu parce que c'est une carte Boros, hein, là le mentor, il y a le petit logo Boros en fond de carte, et je trouve ça un petit peu dommage en fait qu'elle dise pas les créatures blanches et rouges que vous contrôlez. Mais bon, écoutez, donc du coup plutôt mono blanc là-dessus, si vous voulez jouer avec pas mal de créatures. Moi j'ai un deck dans lequel il s'intégrerait plutôt pas mal. Donc bon, écoutez, voilà, je pense qu'elle a sa place aussi dans ces decklists. Et enfin pour les cartes blanches, le Loxodon Vénéré,
une créature qui coûte 5, dont un blanc, c'est une 4-4 avec la convocation. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'il a convoquée. Donc là c'est vraiment tout le but, hein. Évidemment vous n'allez pas le lancer juste pour 5 comme ça, pour avoir une 4-4, c'est pas intéressant du tout. Mais voilà, si vous jouez beaucoup de créatures, si vous êtes en jeton, en boros, voilà, c'est une carte qui est assez flexible là-dessus. À partir du moment où vous avez beaucoup de créatures, ça sera assez jouable. Allez, on passe au bleu. J'ai pas beaucoup de cartes pour le bleu, oui, je sais, ça va vous étonner, mais je vous avais dit que la surveillance était mise de côté un petit peu. On a tout d'abord le secret noyé, un enchantement pour 2, dont un bleu. C'est tout simplement un enchantement à meule, puisque à chaque fois que vous lancez un sort bleu, le joueur ciblé met les 2 cartes dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Alors voilà, bon, je trouve qu'il y a eu un petit peu de support en fait pour la meule dans les éditions récentes. Je vous avais parlé de la lucidité effilochée dans ma dernière vidéo. Et là c'est un peu pareil, c'est que du coup on se retrouve avec un petit support à meule. Alors du coup ce sera pas en standard, puisque bon, la lucidité effilochée est évidemment partie du standard. Mais en commandeur du coup on a ces enchantements qui sont pas trop chers et qui permettent de meuler plutôt efficacement. Ensuite, une carte dont tout le monde a parlé dans cette édition, c'est la réunion de mission qui coûte 2 bleus, un éphémère, qui fait surveiller 2, oui, mais puis vous choisissez une carte d'éphémère ou de rituel dans votre cimetière, vous pouvez lancer cette carte ce tour-ci, cette carte devait être mise dans votre cimetière ce tour-ci, exilez-la à la place. Tout simplement, en fait, c'est Snapcaster, c'est le mage lance-vif, si je ne me trompe pas du nom en français, qui fait de la récursion en éphémère, et vous permet de relancer un éphémère ou un rituel. Vraiment pas mal du tout, c'est ce côté récursion éphémère rituel. En plus vous avez la surveillance avant, donc vous pouvez aussi mettre l'éphémère ou le rituel que vous souhaitez directement au cimetière pour le lancer ce tour-ci. Donc moi je l'aime bien. Après c'est pas forcément dégénéré en commandeur, mais il y a des synergies avec certaines cartes dont on va parler un peu plus tard. Une créature cette fois-ci, l'experte Omnisor, qui coûte 5 dont un bleu, c'est une 3-4, et vous pouvez payer 3 avec un bleu et l'engager pour lancer un éphémère ou un rituel sans payer son coût de mana depuis votre main. Tout simplement, on va peut-être remettre un peu les choses en place, mais cheat de coût de mana, puisque pour 3 vous lancez n'importe quel éphémère rituel, et en plus vous pouvez du coup lancer un rituel au moment où vous pourriez lancer un éphémère, parce que c'est la capacité qui vous permet de le lancer. Donc pour les jeux éphémères rituels, je pense que c'est une créature qui vaut le détour. Et enfin, un petit clone pour finir cette liste des cartes bleues, la quasi-réplique, un rituel pour 3 dans 2 bleus, qui crée un jeton qui est une copie d'une créature que vous contrôlez, et vous avez en plus la relance dessus. Donc voilà, moi je trouve sympathique pour ceux qui veulent faire un petit peu de clone, voilà, c'est une carte supplémentaire pour pouvoir en faire. On passe aux cartes noires avec le chuchoteur de mort, une créature qui coûte 5 dans 2 noirs, c'est une 6-6 vol piétinement, qui fait payer 2 points de vie pour surveiller 2. Alors je l'ai vraiment mise plutôt pour la deuxième capacité parce que bon, les statistiques sont énormes, d'accord, c'est une 6-6 pour 5 avec le vol et le piétinement, oui, il y a les grosses stats et tout, oui, mais en commandeur, voilà, une seule créature ne va pas non plus faire la game. L'intérêt en fait, ça va être surtout le payer 2 points de vie, surveiller 2, puisque si jamais vous êtes dans un deck gain de points de vie, je pense qu'il y a moyen de compenser un petit peu ça, et ça vous permet de trier un peu le dessus de votre bibliothèque. Donc si vous jouez en plus avec de la récursion, parce que bon, en blanc-noir, qui serait la combinaison que je vous conseillerais, le gain de points de vie est possible, la récursion aussi. Donc, voilà, moi je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire autour de cette carte. C'est pas forcément une carte dégénérée pour le commandeur, je pense qu'elle le sera bien plus dans d'autres formats, mais pourquoi pas. Voilà, cette surveillance, moi, elle m'intéresse. Un rituel maintenant, l'horrible ménagerie qui coûte 5 dont 2 noirs. Vous choisissez une carte de créature avec un coût converti de 1 dans votre cimetière, puis une à 2 et puis une à 3 en coût converti de mana, et vous les renvoyez sur le champ de bataille. Vraiment, j'aime beaucoup. Là c'est un jeu, c'est complètement pour le jeu sous le cimetière, hein. C'est de la récursion. Et surtout le fait que c'est qu'on ramène un total de 6 en coût converti de mana des 3 cartes de créature qu'on a ramenées pour 5 de mana. Et on les ramène directement sur le champ de bataille. Donc moi je la trouve vraiment, vraiment bonne en fait cette carte. Alors bon, peut-être que vous serez pas trop intéressé parce que vous allez dire oui mais il faut une créature à 1, une créature à 2, une créature à 3. D'accord, mais c'est faisable, c'est largement faisable en fait dans les decks autour du cimetière. Vous sacrifiez des petites créatures évidemment à un moment ou à un autre, et puis vous pouvez ensuite les faire revenir éventuellement avec un effet d'arrivée sur le champ de bataille, etc. Donc c'est bien, c'est bien. Ensuite, un éphémère, le secret du mausolée, qui coûte 2 dont un noir, c'est un éphémère avec le maquis du coup. Cherchez dans votre bibliothèque une carte noire avec un coût converti de mana inférieur ou égal au nombre de cartes de créatures dans votre cimetière. Révélez-les et mettez-les dans votre main. Donc, alors, un tuto, ici, en éphémère, qui joue sur le cimetière aussi avec le nombre de créatures que vous avez au cimetière. La seule chose qui m'embête, c'est que ça va chercher une carte noire. L'autre souci, c'est qu'on se calque également sur le nombre de créatures pour le coût converti de mana de la carte. Donc si vous avez une carte qui est pas trop chère, ça va encore. Mais si vous avez une carte assez chère, bon, là ça va plutôt être un tuto de fin de partie, éventuellement pour un kill, pourquoi pas. Donc,
voilà, il y a quelques restrictions, mais je pense qu'elles peuvent vraiment être jouées dans certains decks. Donc voilà, à voir ce qu'on peut faire avec. Une autre carte qui joue aussi sur le cimetière, c'est le Faucheur de Minuit, qui coûte 3, c'est une créature, c'est une 3-2, avec à chaque fois qu'une créature non jeton que vous contrôlez meurt, le Faucheur de Minuit vous inflige une blessure et vous piochez une carte. Donc de la pioche tout simplement. Bon certes ça inflige une blessure, mais en commandeur c'est négligeable. Il y a quand même pas mal d'effets qui font également la même chose au début de votre entretien, notamment voilà, Araignée Phyrexiane, pour le même coup de mana en plus. Là justement vous pouvez synergiser un petit peu plus. Sachant que en plus la créature qui sera morte, certainement sera pour un sacrifice, donc vous aurez déjà tiré un bénéfice et vous avez un bénéfice supplémentaire parce que vous avez le Faucheur de Minuit sur le champ de bataille. Donc, voilà, encore un bonus sur le fait de mettre des créatures au cimetière. Et la deuxième phrase de l'édition, c'est le Rituel de Suie, qui est un rituel, tout à fait, qui coûte 4 dont 2 noirs. Vous détruisez toutes les créatures dont le coût converti de mana est inférieur ou égal à 3. Alors là, l'intérêt, c'est que tout à l'heure, on avait les grosses créatures vont mourir avec le blanc, et là, c'est les petites créatures, celles qui ont un petit coup de mana, qui vont mourir. Donc, j'aime beaucoup cette flexibilité ici entre ces deux cartes, qui, à mon avis, voilà, mises ensemble, peuvent vraiment gérer pas mal de choses sur le board. Et là, du coup, pour 4, cet effet-là, moi, je pense qu'il est tout à fait intéressant. En plus, bon, si vous perdez des cartes dans le processus, enfin des créatures, vous en fichez un peu si vous jouez sur le cimetière, mais dans d'autres decks, voilà. Je pense que ce ne sera pas nécessaire de s'inquiéter plus que ça sur le coût converti de mana de vos cartes. Passons au rouge maintenant, j'ai peu de cartes aussi. J'ai le Cyclope Imprévisible, une créature qui coûte 4 dont un rouge, c'est une 0-8 avec le piétinement. A chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, il gagne plus X plus 0, X étant le coût converti de mana de la carte, enfin du sort lancé plutôt. Alors moi je le trouve intéressant, pourquoi? Parce que c'est jeu éphémère et rituel. Alors les jeux éphémères et rituels comme Myzix, ils ont tendance à ne pas jouer beaucoup de créatures. Par contre, les seuls qui vont jouer, ce sont justement les créatures qui ont des effets comme ça avec les éphémères et rituels. Et là le Cyclope, il est bien dans cette mécanique là. Alors en plus il a le piétinement intégré, il a 8 d'endurance, donc c'est quand même assez énorme, il peut résister à beaucoup d'attaques. Il peut bloquer un petit peu aussi, voilà, donc on est content. Voilà, moi je le trouve vraiment très intéressant. Et écoutez, moi j'ai hâte de voir ce qu'il va faire en commandeur. Alors j'ai mis une carte random, oui, la Frénésie Expérimentale, un enchantement pour 4 dont un rouge. Vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment, vous pouvez la jouer, vous pouvez jouer la carte dessus de votre bibliothèque, et vous ne pouvez pas jouer de carte depuis votre main, voilà, donc vous ne jouez plus avec votre main, vous jouez avec le dessus de votre bibliothèque, et pour 4, vous pouvez la détruire, tout simplement. Donc, moi j'aime bien, c'est un peu flavor autour du café, là, voilà, je sais pas, la caféine qui apparemment surexcite les inventeurs de IZ. Et surtout derrière, je ne sais pas s'il y a des synergies possibles. Bon après, on peut penser à certaines cartes qui remettent notamment des cartes depuis votre main au-dessus de votre bibliothèque, qui vous permet de trier un petit peu et de faire en sorte que vous puissiez jouer les cartes depuis le dessus de votre bibliothèque. Donc voilà, moi je le mets dans la liste. Si jamais vous avez des idées de deck dans lesquelles elles pourraient rentrer, écoutez, allez-y. J'attends vos commentaires. Parlons un petit peu gobelin, avec le patron de guerre de la Légion, une créature gobelin et soldat qui coûte 3 dont un rouge, c'est une 2-2 avec le mentor, et au début du combat pendant votre tour, vous créez un jeton 1-1 gobelin, et il acquiert la célérité, il doit attaquer ce tour-ci. Donc, alors, bon, l'intérêt du mentor, bon, il est présent quand même, mine de rien, pouvoir booster les petits gobelins si jamais on attaque, ok. Je suis d'ailleurs très content que le patron de guerre ne soit pas obligé d'attaquer pour faire un jeton qui est attaquant, parce que sinon ça aurait été un peu plus galère de le garder en vie. Mais là, du coup, on a une génération de tokens en aggro et en rouge. Alors là, je ne pense pas à Boros, je ne pense pas ah mince, il faudrait le rentrer dans le Sénestien d'une manière ou d'une autre. Non, 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 non. Là, je pense gobelin. Pourquoi? Parce que ça fait des gobelins. Parce que c'est un gobelin qui peut booster les gobelins qui sont plus faibles s'il attaque. Et derrière, voilà, il fait des tokens, quoi. Donc, il gagne la célérité, donc c'est de l'agressivité, tout ça. Donc, c'est pas mal du tout. Moi, je l'aime beaucoup. Je pense dans un jeu de gobelins, il sera tout à fait jouable. En mono rouge, en noir rouge, voilà. Et une autre carte un peu random, c'est le facteur de risque, il porte bien son nom, qui coûte 3 dont un mana rouge, c'est un éphémère. L'adversaire ciblé peut faire que le facteur de risque lui inflige 4 blessures, sinon, vous piochez 3 cartes. Et vous pouvez en plus avoir la relance. Alors moi ce qui m'intéresse c'est le fait qu'en commandeur, il y a toujours un moment où on a quelqu'un qui en a pris un peu plus dans la gueule que les autres. C'est très rare quand même que le statu quo soit mis en place. Quand il est mis en place, généralement, la game fait n'importe quoi. Voilà. Il se passe des trucs assez débiles. Mais il y a toujours quelqu'un qui a pris un peu plus de coups que les autres. Et du coup, le facteur de risque, le fait de le cibler, de dire « Tiens, toi, tu veux payer 4 points de vie ou alors je pioche 3 ?» Le fait que ce soit en éphémère, extrêmement intéressant, c'est pas cher, c'est juste pour 3 mana. Donc, 4 points de vie en moins pour 3 mana, c'est quand même faisable en éphémère. Et derrière, le fait de pouvoir le relancer éventuellement,
Voilà, parce que du coup, il choisit, il dit non, 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 moi je perds mes 4 points de vie, là je prends mes 4 blessures, ok, bah je vais le relancer tout de suite, écoute, puisque j'ai encore le mana. Et du coup, est-ce que t'es prêt à perdre encore 4 points de vie ou tu me laisses piocher 3? Voilà, donc je pense que l'adversaire ne prendra pas forcément 2 fois la même décision. Donc du coup, vous pourrez en profiter un petit peu. Allez, on passe au vert avec le chuchoteur de bête, une créature qui coûte 4, dont 2 verts, c'est une 2-3, et à chaque fois que vous lancez un sort de créature, vous piochez une carte. Écoutez, je pense que c'est assez facile, hein. Alors je précise, hein, vous lancez une créature, les jetons qui arrivent sur le champ de bataille, ils n'ont pas été lancés, voilà, ils ont été créés. C'est voilà, les mots, le wording, tout ça. Donc, c'est une très bonne créature, c'est assez générique, hein, c'est pas affilié à une guilde en particulier. Bon, du coup, ça fonctionne pas avec les jetons, vous l'avez compris. Mais le fait de pouvoir générer de la pioche en jouant des créatures, bah, c'est énorme. Moi, personnellement, je sais qu'il va rentrer dans un de mes decks, hein, ça c'est sûr. Donc, très bonne carte à avoir dans les decks sur lesquels vous jouez beaucoup de créatures si vous voulez le rentrer. J'ai une carte qui m'a intrigué, une Unco. C'est le chemin sinueux qui coûte 4 dont 1 vert, c'est un rituel. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base et ou de porte, mettez-les sur le champ de bataille engagé, mélangez votre bibliothèque. Alors, on avait végétation explosive, qui faisait exactement la même chose, sauf que c'était uniquement les terrains de base. Voilà, donc vous allez chercher 2 terrains de base, vous les mettez sur le champ de bataille engagé. Là, le chemin sinueux vous propose aussi des portes. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse autant? J'ai tendance à ne pas jouer les portes, hein, de toute façon, tous les terrains qui arrivent engagés sur le champ de bataille qui font 2 couleurs, je n'en joue que très peu. Mais j'ai pensé à vous quand même par rapport à votre budget. Pourquoi? Parce que là, vous allez jouer éventuellement sur les guildes de Ravnica, bon j'espère si vous regardez la vidéo quand même, et si vous ne voulez pas faire des dépenses pour la base de mana de votre deck, je pense que le chemin sinueux c'est une bonne option, puisque vous allez prendre des portes forcément pour vos decks, si vous jouez bicolore, si vous jouez tricolore peut-être aussi, ou 5 couleurs si jamais vous voulez, pourquoi pas. Et derrière le chemin sinueux il est intéressant parce qu'il va pouvoir aller chercher des portes qui sont quand même des bilans d'entre guillemets, hein, je mets des grosses guillemets, enfin des terrains qui produisent 2 couleurs de mana. Donc plus qu'intéressant, et du coup voilà, pour votre budget, pourquoi pas penser au chemin sinueux pour ramper un petit peu. Continue avec une créature, l'araignée du couvoir, qui coûte 7, dont 2 verts à la portée, c'est une 5-7. Et elle a le maquis. Quand vous lancez ce sort, révélez les X cartes dessus de votre bibliothèque, X étant le nombre de créatures dans votre cimetière. Parmi elles, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent vert, avec un coût converti de mana inférieur ou égal à X, et le reste au-dessus de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors, en limité, je pense que ça va être assez limité. Ah la blague, oui, on sait bien. Le souci, c'est que justement, là je vous parlais tout à l'heure du fait que Golgari avait tendance à tenir sur le long terme. Oui, Golgari tient sur le long terme parce que justement, il a la capacité à pouvoir sacrifier, tirer un bénéfice de vos créatures que vous sacrifiez, etc. avec les effets. Donc, là, l'araignée du couvoir, elle tire vraiment un avantage assez énorme en fait de tout ce que vous avez fait auparavant dans la partie. Donc toutes les créatures au cimetière, vous dites ok, bah moi je vais révéler, je sais pas, j'ai 7 créatures au cimetière, ce qui est tout à fait faisable dans une game de commandeur, hein. Bah boum, je vais révéler les X cartes, les 7 cartes du sud de ma bibliothèque, et parmi elles, bah, je mets une carte qui coûte 7, voilà. En vert uniquement, attention. Là, c'est la petite précision qui fait un peu mal, c'est encore une fois qu'on se focalise sur une couleur de mana, ça m'embête un petit peu, mais bon, derrière, c'est comme ça. Précision d'ailleurs, permanent vert, ça veut dire que les terrains ne sont pas inclus, puisque les terrains sont des cartes incolores. Elles produisent du mana coloré, mais elles sont incolores à la base. Voilà, petite précision de règle pour vous. Pour continuer, on a le collecteur de peau qui coûte 1 mana vert, c'est une créature 1-1. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille ou meurt, si la force de cette créature est supérieure à celle du collecteur de peau, mettez un marqueur +1/+1 sur le collecteur de peau. Tant que le collecteur de peau a au moins 3 marqueurs +1/+1 sur lui, il a le piétinement, donc c'est pas mal. Alors moi, cette carte, elle m'a choqué. Pourquoi? Parce que, pour moi, c'est une carte de Simic. Parce que Simic, c'est la guilde bleu-vert, pour ceux qui ne connaissent pas. Tout simplement, la capacité qui fait que quand une créature qui arrive est plus grosse que le collecteur de peau, qui gagne un marqueur +1/+1, bah du coup, en fait, c'est une capacité qui s'appelait l'évolution. La seule modification en fait c'est que si jamais la créature meurt aussi, ça fonctionne aussi. Donc du coup on est sur une carte qui qui ressemble aussi à quelque chose qui se faisait chez les Golgari à un moment. C'est assez bizarre d'ailleurs. Et du coup on est sur un mix, on est sur une carte de créature qui est entre le Simic et le Golgari. C'est voilà, si la créature arrive sur le champ de bataille elle est plus grosse que moi, je grossis aussi, évolution, voilà. Et si jamais elle meurt, bah du coup je gagne un marqueur +1/+1, donc là c'est Golgari, voilà, c'est...
Donc j'aime bien, je trouve que cette carte-là, elle mérite le coup d'œil, et qu'il y a peut-être des decks dans lesquels elle va très bien s'intégrer. Et la dernière carte verte, c'est une exception un petit peu, parce qu'elle n'est pas techniquement dans l'édition, enfin, elle l'est, mais pas vraiment, c'est la Buy a Box en fait, tout simplement, c'est la grande guivre intouchable, une 16-16 pour 10 dont 3 verts, qui a la convocation et qui est indestructible. Alors là, je l'ai mise plus pour les decks qui veulent vraiment jouer autour d'une combo, sur une, voilà, donner le piétinement à cette créature 16-16, pourquoi pas. Enfin, je pense qu'il y a... Le fait de jouer beaucoup de créatures va vous faire plaisir, puisque bon, pouvoir la lancer beaucoup plus tôt, c'est quand même une 16-16, ça va bloquer absolument tout ce qui passe. Et puis derrière, vous pouvez forcer les adversaires à chump block, tout simplement, avec leurs créatures. Donc à perdre un petit peu les créatures qu'ils ont pour pouvoir rester en vie. Parce que bon, 16 en commandeur, c'est quand même assez lourd, hein, mine de rien. Parce que bon, quand on prend 5 dans la figure, ça peut encore aller, mais 16 de blessure, c'est un peu lourd. Donc là, je pense que c'est tout à fait jouable de la mettre dans un deck commandeur qui joue beaucoup sur les créatures. Passons aux cartes très intéressantes de l'édition, celles qu'on attend tous avec impatience, puisqu'on parle des guildes, on va forcément parler des cartes multicolores. Oui, et on va parler d'une carte dont tout le monde parle tout simplement, c'est le Trophée de l'Assassin, un éphémère pour un noir et un vert qui détruit un permanent ciblé qu'un adversaire contrôle, et ce contrôleur peut aller chercher un terrain de base et le mettre sur le champ de bataille. Bon, on va expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'elle est aussi intéressante, parce qu'on avait Vindicate dans le format, qui se jouait aussi, un éphémère pour 3 dont un blanc et un noir, qui détruit un permanent ciblé. Là c'est un permanent, donc du coup, même les terrains, ça y passe. Ce qui est généralement très peu le cas. Là on a juste un mana de moins, on est en noir-vert, et la petite compensation, ah bah oui tu peux aller chercher un terrain de base, honnêtement on s'en fiche, en commandeur c'est vraiment négligeable. Donc là... Je pense qu'on a atteint un point où cet anti-bête là, enfin cet anti-permanent, pardon, je vais plutôt dire ça, va certainement être joué partout. Voilà, donc si jamais vous mettez la main dessus, gardez-le précieusement si vous voulez le jouer en commandeur noir-vert. Moi je pense personnellement que je vais finalement me monter un commandeur noir-vert à force. Mais ce trophée de l'assassin, je pense que c'est une carte qu'il faut garder. Voilà, gardez-la. Ne faites pas un monopole non plus en achetant tous les exemplaires disponibles, hein, mais voilà, gardez-en quelques exemplaires pour vous, pour pouvoir jouer avec. Là le prix va décoller encore plus à mon avis, donc ça va partir un peu dans tous les sens. Bon, parlons d'une carte un petit peu moins chère au niveau des sous, c'est la camaraderie, un rituel qui coûte 6 dont un vert et un blanc. Vous gagnez X points de vie, vous piochez X cartes, X étant le nombre de créatures que vous contrôlez, et toutes vos créatures gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Bah écoutez, voilà, moi j'aime bien la camaraderie, voilà, le titre correspond assez bien à l'effet de la carte. Hein. Vous avez 3 créatures, bah vous gagnez 3 points de vue, piochez 3, et elles gagnent, enfin, il y a une patate en supplémentaire de 3 du coup, en cumul. Moi j'aime bien, franchement, c'est un sort qui est là, qui du coup sur un deck jeton sera assez utile, voilà, sur un deck qui joue pas mal de créatures aussi de manière générale. Donc voilà, moi je l'aime bien, je l'aime bien. Parlons un petit peu du troll du charnier, une créature qui coûte 3 dont un noir et un vert, c'est une 4/4 piétinement, oui pour 3. Et au début de votre entretien, vous exilez une carte de créature depuis votre cimetière, si vous faites ainsi, vous mettez un marqueur +1/+1 sur le troll, sinon vous le sacrifiez. Voilà. Alors sachant que c'est obligatoire, hein, je précise, c'est exiler, c'est pas vous pouvez exiler, vous exilez. Si vous avez plus de cartes de créature au cimetière, c'est fini. Et derrière, la deuxième capacité est quand même pas mal, c'est pour un noir et un vert, vous défaussez d'une carte de créature, vous mettez un marqueur +1/+1 sur le troll. Donc en fait, le troll s'auto-alimente. Vous avez la deuxième capacité qui permet de vous défausser pour, boum, aller mettre un marqueur sur lui. La carte de créature du coup part au cimetière, et ensuite elle sera exilée par le troll pour pouvoir gagner un autre marqueur et survivre encore un tour de plus. Ce qui fait que cette carte-là, je pense qu'elle sera très jouable dans pas mal de formats. Mais moi, il y a un petit truc qui m'embête. Elle anti-synergise en fait avec le maquis. Parce que oui, le maquis veut que les cartes de créatures restent au cimetière. Lui, il les exile automatiquement. Donc à voir si du coup, dans un deck qui n'intègre pas le maquis, qui n'intègre pas un jeu très lourd sur le cimetière, ou alors vous avez beaucoup de créatures à sacrifier, c'est tout à fait plus jouable. Mais après, il faut faire attention avec quelle carte vous allez le mixer. Parce que s'il devient anti-synergique avec votre deck, ça veut dire qu'il n'est pas à sa place du tout. Alors les guildes mages sont de retour dans cette édition, j'en ai gardé quelques-uns pour vous, notamment le guilde mage du conclave qui coûte un vert et un blanc, c'est une 2/2, et vous pouvez payer un vert et l'engager pour que les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement jusqu'à la fin du tour. Et pour 6, vous pouvez l'engager et créer un jeton 2/2 chevalier avec la vigilance. Voilà, c'est pas... La deuxième capacité n'est pas celle qui nous intéresse, c'est plutôt la première. Moi j'aime bien le fait que juste pour un vert, vous donnez le piétinement à toutes vos créatures. C'est pas mal. Après là on est quand même sur un guilde mage qui est en blanc-vert, donc pas forcément jeton, mais surtout grosse créature, enfin
créatures qui augmentent au fur et à mesure, éventuellement la convocation. Donc là on se base plutôt sur les grosses créatures qui voudront cette capacité de pouvoir avoir le piétinement juste en engageant l'une d'entre elles. Alors j'ai une carte de Boros dans toute la liste des cartes multicolores, je suis vraiment désolé, mais malheureusement les cartes n'étaient pas bonnes, et celle-ci me pose quelques questions. Le clairon assourdissant, c'est un rituel qui coûte 3, dont un rouge et un blanc. Vous choisissez l'un ou les deux, soit il inflige 3 blessures à chaque créature, soit les créatures que vous contrôlez acquièrent le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Alors, pourquoi est-ce que je me pose beaucoup de questions? Parce que les deux capacités en fait possibles n'ont aucune synergie l'une avec l'autre. C'est, voilà, infliger 3 blessures à chaque créature, c'est y compris les vôtres, et en Boros, on n'a quand même pas non plus des créatures énormes, il y en a quelques-unes certes, mais la majorité de l'armée est composée de 1-1, 2-2, 3-3, enfin bon voilà, vous avez compris l'idée. Donc 1, 2 ou 3 d'endurance, rarement plus. Donc du coup, en fait vous allez raser votre board aussi, c'est un peu idiot. Et derrière, en fait, la deuxième capacité ne permet pas de prévenir ça. C'est-à-dire, c'est pas les créatures que vous contrôlez gagnent plus 0, plus 2 jusqu'à la fin du tour. Ou alors les créatures que vous contrôlez sont indestructibles jusqu'à la fin du tour. C'est dommage, en fait. Et là, du coup, je ne comprends pas, en fait. Parce que là, ça va être plutôt être, choisissez l'un, mais certainement jamais les deux. Donc du coup, la première capacité, à la limite, les 3 blessures, c'est assez intéressant si vous voulez jouer autour du Rasboard, en fait. Voilà, c'est un petit Rasboard. Mais pour le reste, j'ai des doutes. J'ai un enchantement pour vous, un enchantement Izet, encore une fois, la recherche du Cérébropire qui coûte un bleu et un rouge. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous mettez un marqueur charge sur elle. Pour 2, vous retirez 2, enfin pour 2 dont un bleu, vous retirez 2 marqueurs charge, vous piochez une carte. Pour 2 dont un rouge, vous retirez 5 marqueurs charge, vous infligez 5 blessures à n'importe quelle cible. Alors, pourquoi est-ce que j'aime bien cette carte? Parce que flexibilité. Elle tourne autour des éphémères et des rituels, mais derrière, elle en retire un avantage. Finalement, vous avez de la pioche et des dégâts directs possibles. 5 blessures en plus, c'est quand même assez lourd sur une créature, sur un adversaire. Ça va très vite, mine de rien. Et sachant qu'en plus, le coût de mana de la carte en elle-même, un bleu et un rouge, est très faible. Donc vous pouvez la lancer très tôt et accumuler beaucoup de marqueurs charge rapidement. Donc, moi j'aime bien, c'est une très bonne synergie, une carte qui vraiment vaut son coup d'œil. Alors il y a une réédition dont je voulais vous parler, c'est l'électromancien gobelin, pour les Izet encore une fois. Qui coûte un bleu et un rouge, c'est une 2-2, qui réduit le coût de vos éphémères et de vos rituels de 1. Donc voilà, un petit support pour les éphémères et rituels, histoire de réduire le coût de ceux-ci. Encore de l'Izet, oui, on va faire une pause après, vous inquiétez pas. C'est la ionisation qui coûte 3, dont un bleu et un rouge, c'est un éphémère qui contrecarre le sort ciblé, et qui inflige 2 blessures au contrôleur de ce sort. Donc voilà, un contre-sort à 3, bon, généralement c'est plutôt moyen en commandeur, mais le fait d'avoir ces 2 blessures supplémentaires, moi je pense que voilà, ça vaut le coup de la mettre, c'est toujours des blessures directes, et puis bon, ça fait un contre-sort supplémentaire. On retourne chez les Célestnia avec la Chevalière de l'Automne, une carte qui a fait beaucoup de bruit déjà, qui coûte 3, dont un vert et un blanc, c'est une 2-1, avec un effet d'arrivée en jeu où vous pouvez choisir l'un des 3 modes proposés. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur la Chevalière de l'Automne, détruisez l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé, vous gagnez 4 points de vie. Donc vous avez le choix entre ces 3 là. Très flexible, bon le 4 points de vie est un peu anecdotique, hein, honnêtement en commandeur c'est pas ce qui va nous intéresser. L'intérêt c'est d'avoir déjà la flexibilité artefact ou enchantement sur une des capacités, c'est pas mal. Sachant que vous avez aussi du coup les 2 marqueurs +1/+1. Donc vous pouvez avoir une 4-3 pour 3, c'est sympa. Bon, ce qui va nous intéresser surtout c'est la destruction d'artefacts ou d'enchantement. Sachant quand même, pour rappeler, on a le sage du reboisement qui existe, qui coûte aussi 3 mana, qui a les mêmes statistiques, c'est aussi une 2-1, et derrière qui détruit un artefact ou un enchantement quand il arrive sur le champ de bataille. Mais là, le fait d'avoir cette flexibilité, si jamais il n'y a pas d'artefact ou d'enchantement intéressant, vous pouvez en faire une 4-3 à la place. Moi je trouve ça pas mal du tout. On retourne sur les guildes mages avec la guilde mage de la Ligue, Izet, oui, évidemment. Un bleu, un rouge, c'est une 2-2. Pour 4, dont un bleu, vous l'engagez, vous piochez une carte. Pour X et un rouge, vous l'engagez, vous copiez un sort d'éphémère ou de rituel ciblé que vous contrôlez avec un coût converti de mana de X. Voilà. Donc, pourquoi intéressant? Parce que déjà, moteur de pioche sur une capacité activée, toujours sympa. Voilà, on apprécie. Derrière, le fait voilà, de pouvoir copier éventuellement un sort. Bon, on va espérer pas des trop gros sorts non plus. Il y a d'autres sorts qui seront peut-être un peu plus intéressants pour copier d'autres sorts lancés. Mais voilà, donc moi je pense que déjà le moteur de pioche sur la carte reste assez intéressant, à vous de voir si jamais vous voulez le jouer. Encore une fois les Célestnia avec une carte que je trouve un petit peu dégénérée, c'est la marche de la multitude, un éphémère qui coûte X, un vert et 2 blancs. Il a la convocation, et vous créez X jetons de soldats 1-1 lien de vie. Donc alors,
Pourquoi est-ce que je trouve ça un peu dégénéré? Bah, en fait parce que c'est une accumulation. Si les Selesnya, en fait, si votre deck jeton a beaucoup de créatures, déjà qu'il en a 4 ou 5, imaginons, le fait de pouvoir lancer derrière avec allez, tout le mana que vous avez, plus en plus réduire le coût avec la convocation, vous allez générer beaucoup de tokens très rapidement. Alors après, c'est pas un truc qui va killer les adversaires, hein. C'est juste que votre board va se remplir beaucoup plus rapidement. C'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est une mythique à mon avis, hein. Quand même, histoire que ce soit pas trop dégénéré non plus et qu'on puisse pas l'avoir trop facilement en limité. Mais voilà, moi je pense qu'elle vaut le coup d'œil et que pour vos decks jetons, ça reste quand même une inclusion assez évidente. Allez, on va parler un petit peu des Dimir, on n'en a pas beaucoup parlé pour le moment, avec une carte, un rituel qui s'appelle la trahison mnémonique, qui coûte 3 dont un bleu et un noir. Vous exilez toutes les cartes de tous les cimetières des adversaires. Vous pouvez lancer ces cartes ce tour-ci, et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait du mana de n'importe quelle couleur, pour les lancer. Au début de la prochaine étape de fin, si certaines cartes sont restées en exil, vous les remettez dans les cimetières de leurs propriétaires. Et vous exilez évidemment la trahison mnémonique pour éviter les combos débiles. Pourquoi est-ce que je l'aime bien celle-ci? Parce que c'est du contrôle, mais surtout le jeu avec les cartes des adversaires. Encore une fois, très bien, c'est ce que on a toujours bien fait chez les Dimir dans les précédentes éditions. Donc du coup, là, on reste sur cette mécanique-là. Et le fait de pouvoir relancer en plus... alors c'est plutôt pour une fin de partie, hein, parce que si vous pouvez du coup récupérer les meilleures cartes de vos adversaires, qui sont partis au cimetière malheureusement pour eux, eh bien, ça sera un avantage considérable pour vous. Parlons du vice-roi d'Izet qui s'appelle Ralzarek tout simplement, qui est un Planeswalker qui coûte 5 dont un bleu et un rouge, qui arrive avec 5 de loyauté, donc bonne stat déjà de base. Plus 1, vous regardez les deux cartes dessus de votre bibliothèque, vous mettez l'une d'entre elles dans votre main, et l'autre dans votre cimetière. Un -3 qui inflige à une créature ciblée un nombre de blessures équivalent au nombre de cartes d'éphémères ou de rituels dans votre cimetière et dans votre exil. Et un -8, vous gagnez un emblème à chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel. Cet emblème inflige 4 blessures à n'importe quelle cible et vous piochez 2 cartes. Alors, on va analyser rapidement cette carte. J'aime bien le tri du dessus de la bibliothèque, savoir, bon, allez, une au cimetière, une dans la main, c'est pas très grave parce qu'on a quand même la relance qui existe. De l'autre côté, j'aime bien aussi la deuxième capacité, malheureusement elle est quand même assez conditionnelle, c'est au niveau des éphémères et des rituels que vous avez joués. Donc, je pense qu'elle vaut le coup. Mais voilà, il va falloir faire attention, il y a peut-être des situations dans lesquelles vous n'aurez pas assez d'éphémères rituels, vous avez pioché beaucoup de terrain, malheureusement, ça arrive. Et du coup, cette capacité-là, qui est une capacité quand même de protection à la base, eh bien, elle va pas vous être très utile. Et par contre, on doit s'intéresser un petit peu à l'ulti. Je sais que j'ai tendance à dire que l'ulti n'est pas très intéressant sur les Planeswalkers, c'est pas la première chose que je regarde, mais là, il faut quand même en parler un minimum. Puisque, tout simplement, cet emblème est assez dégénéré. Enfin, vous lancez un sort, d'un sort d'éphémère de rituel, vous piochez 2 cartes, c'est déjà assez énorme, puisque du coup vous avez un bénéfice, vous jouez une carte, vous en récupérez 2, donc votre main s'en retrouve augmentée, et derrière vous infligez en plus 4 blessures à n'importe quelle cible. Donc voilà, cet emblème, je le trouve vraiment, mais vraiment débile dans l'absolu. Donc écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne cette carte-là, mais je pense qu'il y a tout à fait moyen de l'intégrer dans ces jeux éphémères et rituels. Encore un guilde mage avec le guilde mage Golgari, le guilde mage Lessin. Pour un noir inverse, une 2-2. Pour 5, dont un noir, vous l'engagez, et les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 et la menace jusqu'à la fin du tour. Alors, très bon intérêt là-dessus. La deuxième capacité vous fait gagner 2 points de vie pour 2, dont un vert, bon, c'est pas terrible. Mais là, le fait d'avoir une capacité d'évasion qui est quand même pas mal, la menace, un petit boost en plus, donc c'est encore plus sympathique. Mais surtout derrière, en fait, cette capacité d'évasion, elle est pas mal, parce que vos créatures, vous en fichez de les perdre, puisque au cimetière, elles seront tout aussi utiles à votre deck que quand elles sont sur le champ de bataille, voire même peut-être plus. Donc du coup, perdre des créatures éventuellement en emportant une ou deux créatures en face, en même temps, ça sera toujours intéressant. Continuons avec le voleur de sanité, je pense que celle-là vous allez beaucoup l'aimer, une créature qui coûte 3, dont un bleu et un noir, c'est une 2-2 vol. Et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous regardez les 3 cartes dessus de la bibliothèque de ce joueur, vous en exilez une face cachée, et tant qu'elle est exilée, en fait, vous pouvez la lancer avec n'importe quelle couleur de mana. Donc, écoutez, c'est Gonti, je vous en avais parlé, c'est 4 cartes à la place de 3 cette fois-ci, sachant que Gonti, lui, remet les autres cartes en dessous de la bibliothèque, alors que lui, il les met dans le cimetière, faut préciser. Et c'est exactement pareil que Gonti, sauf que Gonti le fait en arrivant sur le champ de bataille, et lui, il le fait à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur. Sachant qu'il a le vol, il a une bonne capacité d'évasion, c'est une 2-2 pour 3, donc c'est peu cher, il peut attaquer très vite. Moi je le trouve vraiment très intéressant pour un deck contrôle où vous voulez jouer un petit peu avec les cartes des adversaires, encore une fois. Là je pense qu'on est vraiment parti sur quelque chose de très solide.
Ensuite, un enchantement Izet, encore une fois, oui. Tempête de Milan, qui coûte 6, dont un bleu et un rouge. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous le copiez pour chaque autre sort d'éphémère ou de rituel qui a été lancé avant lui ce tour-ci. Vous pouvez choisir une nouvelle cible, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'intéresse beaucoup? Je vous avais parlé de l'intelligence de l'S5, qui a un enchantement qui est en bleu uniquement, qui coûte 1 de plus, qui a 7 mana et qui copie automatiquement vos éphémères et vos rituels. Mais là, en fait, il les copie. La tempête de Milan copie pour chaque autre éphémère rituel lancé avant ce tour-ci. Donc du coup, si vous aimez le jeu Storm, il y a tout à fait moyen du coup que la tempête du coup de Milan s'intègre dans ce type de jeu. Alors évidemment, jeu Storm en commandeur, c'est très peu probable, mais ça reste quand même assez jouable de jouer beaucoup d'éphémères et de rituels. Avec Mizzix en plus qui réduit les coûts, vous pouvez vous retrouver déjà avec un tour 7 en fait, après avoir joué la tempête de Milan, où vous jouez beaucoup d'éphémères qui ont des effets très différents. Voilà, un petit éphémère, puis un plus gros, puis encore un plus gros, qui est copié 3 fois. Donc du coup, ça peut vraiment être intéressant là-dessus. On repart un peu chez les Golgari pour les dernières cartes. La liche du souterrain, oui, du souterrain, tout à fait, qui coûte 5, dont un noir et un vert, c'est une 4-3. Si vous deviez pocher une carte, à la place, regardez les 3 cartes dessus de votre bibliothèque, puis mettez l'une d'elles dans votre main et le reste dans votre cimetière. Payez 4 points de vie, la liche du souterrain qui a l'indestructible jusqu'à la fin du tour, engagez-la. Alors, elle se protège, c'est très bien, sachant qu'en plus c'est une ressource que vous possédez, c'est points de vie. C'est pas non plus énorme de la protéger pour 4 points de vie. De l'autre côté, la capacité de pouvoir en fait regarder les 3 cartes dessus de votre bibliothèque et sélectionner celle que vous voulez à chaque pioche, pas uniquement à la première pioche, à votre étape de pioche, mais à toutes les pioches. C'est vraiment plus qu'intéressant, ça a une value considérable. Mais en plus, alors j'ai une question pour vous, si jamais vous êtes au courant des interactions, parce que je me pose la question avec la bibliothèque Sylvestre, la Sylvan Librairie. Parce qu'en fait, au niveau du wording, on parle bien, la bibliothèque Sylvestre dit que vous, à la place de piocher une carte à votre étape de pioche, vous en piochez 3. Et ensuite, vous pouvez décider, vous remettez en fait, vous pouvez décider de garder au-delà de la première carte les 2 autres cartes en payant des points de vie. Si c'est pas le cas, vous les remettez dans l'ordre de votre choix au-dessus de la bibliothèque. En gros, c'est à peu près le même effet, c'est juste qu'à la place d'aller au cimetière, elles vont du coup au-dessus de la bibliothèque. Sauf que, c'est bien précisé que les cartes sont piochées, les 3. Donc du coup, comment est-ce que ça fonctionne avec cette liche? Moi je me demande. L'interaction m'intéresse beaucoup. Si jamais vous avez quelqu'un qui peut vous aider à comprendre cette interaction, ou que vous savez comment ça fonctionne, je vous avoue que je suis très intrigué. Voilà. Bon, on va parler du coup de la reine des Golgari, Vraska, illustrée par la talentueuse Magali Villeneuve, que j'adore, hein, à qui je fais un coucou si jamais elle regarde cette vidéo par total hasard. Donc un Planeswalker qui coûte 4, dont un noir et un vert, qui arrive avec 4 de loyauté, donc encore une fois, bonne statistique, 4 pour 4. Le plus 2, vous pouvez sacrifier un autre permanent, si vous faites ainsi, vous gagnez 1 point de vie et vous piochez une carte. 1-3, vous détruisez le permanent non-terrain ciblé ayant un coût converti de mana inférieur ou égal à 3. Et 1-9, vous gagnez un emblème avec, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la partie. Alors, parlons rapidement de toutes ces capacités. Le plus 2, très intéressant, vous pouvez sacrifier n'importe quel type de permanent, donc même un terrain si jamais vous en avez beaucoup trop. Vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte, enfin voilà, la value est là. Derrière, voilà, la flexibilité, comme je dis, sur le permanent que vous pouvez choisir, c'est vraiment très bien. Parce que du coup, pas obligé de sacrifier une créature si vous en avez peu. Le -3 maintenant, alors, vous pouvez détruire un permanent de mon terrain qui coûte 3 ou moins. C'est un peu restrictif. Au niveau du commandeur, malheureusement, il y a peut-être des permanents que vous voudrez détruire qui seront un peu plus chers. Bon après, on va espérer quand même qu'à ce stade-là de la game, vous aurez une protection pour Vraska, un petit board à lui proposer. Donc bon, à la limite, cette capacité-là, on peut la mettre un petit peu de côté. Le -9, par contre, en lui-même, bah, c'est stupide. Si vous vous souvenez bien de la première Vraska, la toute première du premier retour sur Ravnica d'ailleurs, on avait en fait 3 assassins qui étaient créés, et qui, à chaque fois qu'ils infligeaient des blessures de combat à un joueur, lui faisaient perdre la partie. Mais ils n'étaient pas imbloquables, ces assassins. Donc du coup, voilà. Mais on en avait juste 3. Là maintenant, c'est toutes vos bêtes jusqu'à la fin de la partie, tant que la partie n'est pas finie. Toutes les bêtes que vous contrôlez, si elles infligent des blessures de combat à un joueur, il a perdu la partie. Donc, si vous avez du vol, de l'évasion, peu importe, vraiment, là ça devient stupide. Alors encore une fois, je m'excite un petit peu sur l'emblème à la fin, l'ulti. Je sais bien, mais pour moi c'est extrêmement puissant en fait. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des jeux qui tournent autour et qui essaient vraiment de faire en sorte que, tout simplement, Vraska soit la créature, enfin, que Vraska soit la carte
qui va faire gagner la partie. Parlons un petit peu des cartes split, donc des doubles cartes en fait tout simplement. Une petite précision de règle sur les doubles cartes, comme ça vous êtes au courant. C'est tout simplement que vous avez en fait deux cartes imprimées sur... enfin, deux sorts en fait imprimés sur la même carte. Donc précision, quand on parle d'une carte, on parle bien de la carte physique. Quand on parle d'un sort, on parle de la partie que vous avez lancée. C'est-à-dire que techniquement, le coût converti de mana de la carte qui est dédoublé, donc là on va prendre Assurance Association, que je vais gentiment vous retourner pour que vous puissiez la lire tranquillement. Par exemple, le coût converti de mana de la carte est de 6, pardon, pas de 6, de 8. C'est le coût converti de mana d'assurance qui est de 2 et le coût converti de mana de l'association qui est de 6, cumulé. C'est une carte qui est un éphémère. Si par exemple il y avait eu un côté éphémère et l'autre rituel, ça aurait été un éphémère et un rituel en même temps. Donc du coup, tout ce qui est aller chercher un éphémère depuis la bibliothèque, vous pourriez aller chercher. Une carte qui a un coût converti de mana de X par exemple, si ça correspond, voilà, vous pouvez aussi. Par contre, sur la pile, au moment où vous lancez le sort, vous choisissez quelle partie vous allez lancer, et vous allez du coup payer le coût de mana bien sûr, mais le coût converti de mana du sort, du coup, c'est celui de la partie que vous avez lancée, pas le coût converti total des deux. Voilà. Précision de règles, j'aime bien préciser les règles, ça fait plaisir. Vous êtes au courant. Donc du coup, on va parler un petit peu de ces cartes-là, il y en a quelques-unes qui sont fort intéressantes. Assurance, déjà, un éphémère pour 2 mana hybride vert-blanc. Vous mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Une bonne protection, sympa, un petit boost en plus. C'est pas intervention héroïque qui protège toute votre créature à mort, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, on a Association, un éphémère pour 6 en vert et en blanc, qui crée 3 jetons de créatures 2/2, chevalier, elfe, avec la vigilance. Alors moi j'aime bien parce que pour 6, vous créez 3 tokens 2/2, donc ça fait 6 de force et d'endurance pour 6 mana en éphémère avec la vigilance. Donc le bénéfice là il est quand même certain, on a vraiment un avantage là-dessus. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette carte là? Tout simplement parce que c'est aussi l'avantage des split cartes, des cartes doubles. Vous avez en fait tout simplement une flexibilité assez énorme. Vous choisissez soit l'un soit l'autre en fonction de où est-ce que vous en êtes dans la partie, qu'est-ce qui se passe au moment où vous allez la lancer, parce qu'en plus là c'est des éphémères donc c'est encore plus réactif. Donc c'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup dans ces doubles cartes. Ensuite en Dimir on a la connivence et concoction. Connivence étant un rituel pour 4 dont 2 mana hybrides bleu-noir qui fait que vous acquérez le contrôle d'une créature ciblée avec une force inférieure ou égale à 2. Vous passez cette carte là tout de suite, enfin cette partie là tout de suite, parce que honnêtement ça n'est pas intéressant, ça coûte beaucoup trop cher pour ce que ça fait. Donc bon, écoutez, moi je ne la prends pas. Et la concoction, donc un rituel pour 5 dont un bleu et un noir, vous surveillez 3 puis renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature depuis le cimetière. Donc très intéressant sur le surveiller 3 quand même qui est plutôt conséquent. Plus derrière envoyer une carte de créature depuis le cimetière sur le champ de bataille, sachant que vous pouvez très bien mettre une grosse carte de créature et la mettre ensuite sur le champ de bataille grâce à la concoction. Allez, un petit sort IZ, expansion et explosion, très IZ comme nom. Expansion étant un éphémère pour 2 mana hybride bleu-rouge qui dit que vous copiez un sort d'éphémère ou de rituel ciblé avec un coût converti de mana inférieur ou égal à 4. Voilà, très bien. Bon, c'est pas non plus fou et complètement dégénéré, mais c'est pas mal, voilà, pour 2 c'est pas très très cher, mais c'est pas la partie qui nous intéresse le plus, la partie qui nous intéresse c'est Explosion. Explosion étant aussi un éphémère qui coûte X, 2 bleus et 2 rouges, qui inflige X blessures à n'importe quelle cible et qui fait piocher le joueur ciblé de X cartes, bien sûr. Alors pourquoi est-ce que ça m'intéresse Explosion? Tout simplement parce que, la pioche et des blessures en même temps. Il y a Mizix sera très contente puisqu'elle va réduire le coût de X grâce à ses marqueurs expérience. Mais surtout derrière, moi il y a peut-être un autre deck dans lequel je le verrai plutôt bien, c'est tout simplement Nekuzar. Pour ceux qui ne connaissent pas Nekuzar, c'est quelqu'un qui inflige des blessures aux adversaires quand il pioche des cartes. Et là, vous infligez des blessures, plus vous faites piocher le joueur ciblé de X cartes. Donc du coup, le joueur, si vous jouez Nekuzar, si Nekuzar est sur le champ de bataille, tiens, je t'inflige X blessures, et en plus je te fais piocher X cartes, et donc du coup tu prends à nouveau X blessures par Nekuzar. Donc, très intéressant aussi dans cette logique-là. Ensuite en Golgari, on a Décèlement et Dessin. Décèlement étant un rituel pour 2 mana hybride noir-vert, renvoyez jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Très bien, on renvoie 2 créatures pour 2 mana, c'est bien. Et Dessin, un rituel qui coûte 6 dont un noir et un vert, vous pouvez mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une créature que vous contrôlez,
Puis toutes les créatures gagnent -4/-4 jusqu'à la fin du tour. Une sorte de petite race, mais surtout qui vous permet de protéger l'une de vos créatures si jamais vous en avez besoin, et surtout de la booster. Donc j'aime bien ces petits jeux avec le cimetière, entre décèlement et dessin. Donc voilà, écoutez, moi je suis plutôt content de cette carte-là. Encore une cartisette pour finir cette liste des cartes bicolores, c'est Inversion et Invention. Inversion étant un éphémère pour un mana hybride bleu-rouge qui dit que vous ciblez jusqu'à 2 créatures, vous échangez la force et l'endurance de chacune d'elles. Bon voilà, sympathique mais pas non plus fou. Et Invention qui dit en éphémère aussi, pour 6 dont un bleu et un rouge, cherchez dans votre bibliothèque une carte d'éphémère et ou de rituel, révélez-les, mettez-les dans votre main. Donc, alors moi ce qui m'intéresse c'est justement la tuto à éphémère et rituel en même temps, vous pouvez avoir 2 cartes pour 6 mana en éphémère. Là je trouve ça très bien. C'est vraiment une très bonne rentabilité, on a très peu de tutos qui vont chercher des éphémères et des rituels, surtout en bleu-rouge on a Mystical Tutor surtout, les autres sont un petit peu plus chers, mais en éphémère c'est quand même assez rare, donc du coup, et là le fait d'en retirer 2 cartes c'est encore plus intéressant. Les artefacts, j'en ai un que je vais vous lister, c'est la lanterne chromatique, oui, une réédition, qui coûte 3, qui donne en fait à tous vos terrains la capacité de pouvoir s'engager pour faire n'importe quelle couleur de mana. Et lui aussi s'engage pour n'importe quelle couleur de mana. C'est le fixing absolu, c'est le caillou qui fixe tout. À partir du moment où vous jouez, on va dire tricolore, je pense qu'une lanterne chromatique est automatiquement inclue dans votre deck. C'est une carte qui avait été un peu oubliée du commandeur, alors qu'elle avait été éditée dans Retour sur Ravnica aussi. Et quand elle a été rééditée en Commander 2016, si je ne me trompe pas, d'un seul coup ça a été la hype, tout le monde la voulait, parce que oui ça fixe bien, regardez on a des decks 4 couleurs, donc du coup on va avoir besoin d'une lanterne chromatique, alors qu'en fait la carte honnêtement avant ne valait pas grand chose non plus au niveau sous. Là elle va baisser énormément, elle a déjà commencé à baisser dans les précommandes, donc profitez-en, achetez-en quelques exemplaires, et si jamais vous voulez jouer avec beaucoup de couleurs, je pense que vous serez très intéressé par cette carte-ci. Il y a certains artefacts que je n'ai pas mis dans ma liste, je veux quand même vous en parler, ce sont tout simplement les médaillons de chaque guilde, parce que mais je ne les aime pas trop. Pour 3 en fait, les médaillons font l'une des 2 couleurs de mana de la guilde qu'ils représentent, et derrière, pour 4, en fait, vous pouvez, 4 mana hybrides de l'identité colorée de la guilde, hein, évidemment, vous pouvez la sacrifier en fait pour piocher 2 cartes. Je ne l'aime pas, pourquoi parce que tout simplement, mais malheureusement, pour 3, faire un seul mana, je trouve ça un peu léger. Et derrière, le coût pour 4 est toujours assez important au niveau mana coloré. Disons que je vais préférer tout simplement une pierre de l'esprit qui coûte 2, qui fait 1 mana, et qui peut, sur laquelle vous pouvez payer 2 pour la sacrifier et le piocher une carte. Ou alors, du coup, l'archivédron, qui vous fait 2 mana, et qui se sacrifie aussi pour 4, mais en mana incolore. Donc, enfin, en mana générique plutôt. Donc, moi, je préfère beaucoup plus ça, en fait, que de fonctionner sur les médaillons qui sont un peu voilà, bancales. Alors après, j'imagine qu'en standard ça pourrait être joué, qu'en limité ça va être joué aussi. Si jamais vous voulez faire un budget en fait et que vous voulez jouer par exemple tricolore, je pense que ça peut quand même être assez abordable de prendre ces médaillons. Ils sont quand même corrects, hein, ils sont pas non plus mauvais, mais c'est juste que je ne les apprécie pas énormément par rapport à ce qui a été fait avant. Du style, tout simplement les cacher, dans la première édition Ravnica, qui sont quand même très rentables, et de l'autre côté, les runes clés que j'aime beaucoup par rapport au fait qu'elles peuvent s'animer pour avoir une créature supplémentaire avec un effet qui correspond à l'identité de la guilde. Donc voilà, ça c'est mes petits chouchous, mine de rien. Et pour les terrains, j'ai un terrain surtout à vous conseiller, un nouveau terrain, le forum des guildes mages, qui fait du mana incolore, où pour 1 vous l'engagez, vous ajoutez un mana de la couleur de votre choix, et s'il est dépensé pour lancer un sort de créature multicolore, vous pouvez le faire arriver avec un marqueur +1/+1 sur lui, en plus. Donc intéressant parce que voilà, si vous jouez pas mal multicolore, un petit +1/+1 c'est toujours pas mal. Voilà, c'est pas non plus une carte dégénérée, mais c'est toujours sympathique si jamais vous jouez beaucoup de couleurs. Et bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté, c'est tout simplement la réédition intéressante. Ce sont les Raveland, ou tout simplement les Shockland, comme certains les appellent. C'est tout simplement les Biland, donc les terrains qui ont deux types enfin en sous-type ils ont les 2 types de terrains, donc marais, forêt, montagne et plaine, île et montagne, forêt et plaine et île et marais pour cette édition, donc le tombeau luxuriant, la fonderie sacrée, les conduits de vapeur, le jardin du temple et la tombe aquatique. Écoutez, moi je les ai achetés un peu auparavant, je trouve que c'est intéressant de pouvoir les mettre en commandeur quand vous avez besoin de fixer votre mana, sachant que ils arrivent sur le champ de bataille engagé à moins que vous ne payiez 2 points de vie. Donc, vous avez cette flexibilité-là. C'est des cartes qui seront beaucoup moins chères en fait actuellement avec cette réédition supplémentaire, puisque bon, ils ont commencé à augmenter en prix au fur et à mesure que
l'édition dans laquelle ils avaient été réédités s'éloignait dans le temps. Donc là, c'est peut-être une occasion de pouvoir en récupérer un ou deux de chaque, et de pouvoir en profiter pour vos decks commandeurs, éventuellement fixer avec. C'est pas forcément le meilleur fixing, mais si jamais vous voulez investir dans la mana base, je pense que ça reste quand même des incontournables. Sans aller jusqu'à acheter les bilans originaux, qui vont vous coûter une fortune. Là, au moins, avoir cela, c'est déjà sympa. Bon, du coup, on a fini la liste, ça a duré longtemps, oui, je sais. Mais il y avait quand même pas mal de cartes, on est sur un plan, mine de rien, Ravnica, qui a toujours été agréable pour le commandeur, autant au niveau des nouveaux commandants que des cartes proposées. Donc je pense que ça a mérité le détour et qu'il fallait bien s'attarder dessus. J'espère que vous aurez apprécié mon analyse, parce que là je vous ai proposé en plus d'autres commandants en dehors de l'édition qui correspondent aux mécaniques des différentes guildes. Donc voilà, j'espère que vous irez y jeter un petit coup d'œil. Si jamais vous avez des questions ou des propositions, des commentaires à faire sur l'analyse des cartes que j'ai oubliées, qui vous intéressent aussi, n'hésitez pas à en parler en commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis moi je réponds toujours avec grand plaisir à vos interrogations. Si jamais vous avez des propositions pour les types de vidéos, du contenu, ou que vous avez un deck sur lequel vous voulez un avis assez poussé, ou que vous avez un commandant sur lequel vous voudriez builder un deck, ou des problèmes tout simplement dans le commandeur, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse mail tourdecommandement@gmail.com. Voilà, donc ça sera toujours, vos commentaires seront toujours les bienvenus, mais voilà, pour les mails, on vous répondra aussi le plus rapidement possible, et éventuellement en vidéo, du coup, si ça vaut le coup de faire une vidéo dessus. Sur ce, il ne me reste plus qu'à remercier Geoffrey Palmer qui a fait l'animation de cartes dans l'introduction de la vidéo. Vous pouvez le retrouver sur Twitter, @livingcardsmtg en français. Vous pouvez aussi retrouver la tour de commandement sur Twitter, @tourdecom, et évidemment je vous remets encore une fois l'adresse mail tourdecommandement@gmail.com, et vous pouvez me retrouver moi, Erunim, sur Twitter également, @erunimfr. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça fait du bien à la chaîne. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, et salut à tous, bye bye.